Bonjour Prune, merci de nous recevoir. Est-ce que vous pouvez tout simplement vous présenter? Oui, alors moi j'ai une formation d'économiste à la base, mais je pratique le droit dans mon travail. Je suis aussi co-animatrice du mouvement Utopia, qui est un mouvement d'éducation populaire. Je suis nouvellement élue à la métropole Aix-Marseille-Provence, membre de la France Insoumise. Félicitations. Un petit retour sur le confinement. Qu'est-ce qui a changé pour vous depuis ce confinement, par exemple en matière économique, d'austérité ou de dépenses publiques? Et en fait, le problème, c'est que rien n'a changé. C'est le vrai problème, c'est que le confinement, cette situation absolument exceptionnelle à tous égards, était l'occasion de faire des vraies ruptures par rapport au modèle productif actuel. Il y aurait eu tellement de choses à changer, qu'il s'agisse de nos modes de production, de consommation, nos loisirs, la façon dont on conçoit l'école, des mesures pour favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes. Il y avait tellement de choses à faire. Et le confinement était vraiment cette occasion, parce qu'on remettait d'une certaine manière les compteurs à zéro, tout était arrêté, il était possible de prendre la mesure de ce qu'il fallait changer dans notre modèle de développement pour que l'être humain conserve une place sur Terre, en fait, parce qu'on est vraiment dans les dernières années où il est encore possible d'influer sur la trajectoire du réchauffement climatique. Et malheureusement, on s'aperçoit que le gouvernement a renoncé immédiatement à changer les choses. Malgré quelques belles paroles pendant le confinement, du style je vais me remettre en question, je serai le premier à réfléchir à comment on peut faire autrement, etc. On voit bien qu'on ne fait pas autrement, que l'argent va aux multinationales et va aux secteurs les plus polluants, que les gens vont être incités à travailler toujours plus pour gagner toujours moins, et que les seules mesures de la Convention citoyenne sur le climat, qui auraient pu avoir une influence un petit peu sur la répartition inégale des richesses, comme par exemple la taxation des dividendes à 4%, c'est quand même pas le bout du monde, ça a été balayé par le président de la République. Donc c'est extrêmement triste, parce qu'on a eu une période de confinement qui a été pénible à vivre pour certains, en particulier dans les quartiers populaires. On a une période qui s'annonce de crise économique qui va être très douloureuse, toujours pour les plus vulnérables. Et les leçons qu'on aurait pu tirer de cette crise ne sont pas tirées, et rien ne changera. Ok. Qu'est-ce que pour vous la transition écologique? La transition écologique, c'est une nécessité pour que nos enfants et nos petits-enfants puissent continuer à vivre sur Terre dans un confort relatif, en fait. Donc la transition écologique, c'est pas se priver pour se faire du mal et renoncer à la clim et aux grosses bagnoles pour rentrer dans la décroissance et pour souffrir et devenir proche de la nature. C'est pas le but. C'est d'assurer un avenir sur Terre. Voilà, donc c'est une nécessité, et malheureusement, on a des gouvernants qui sont pris au piège du très très court terme, et des lobbies qui expliquent, je pense, qu'ils ne prennent pas la mesure de ce qu'il faudrait faire de façon extrêmement urgente pour adapter notre civilisation au tournant climatique qui va se faire à notre détriment dans les toutes prochaines années. Comment, comment on pourrait l'amorcer, cette transition écologique, en fait? Mais en fait, tout est à repenser et réadapter, quasiment en prenant le contre-pied, c'est-à-dire partir de nos besoins réels en tant qu'être humain, plutôt que des besoins des actionnaires et des entreprises, parce que c'est un petit peu comme ça que ça se passe aujourd'hui. Donc repartir des besoins des gens, repartir des besoins de la nature, de ce qui nous est essentiel et nécessaire. Et ça, on a commencé à l'apercevoir en fait quand on était tous confinés. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est essentiel. Et on a beaucoup glosé. Les intellectuels mais ils n'avaient plus que ça à faire. Ils se sont déchaînés à coups de tribune, etc. Le lien plutôt que les biens, le soin, le care, fondons une nouvelle civilisation sur ces valeurs-là. Et puis en fait, rien du tout.
Donc moi je suis assez pessimiste. Il y a beaucoup de choses à faire, y compris au niveau local, qui seraient très efficaces, comme par exemple des vraies mesures pour qu'on puisse enfin aller d'Aix-en-Provence à Marseille sans voiture, par exemple. C'est quand même pas si loin. On est capable de construire des avions, donc éventuellement des trains, et mettre à disposition des transports publics peu onéreux pour que les gens puissent se déplacer sans voiture. On sait que la voiture pollue énormément, la voiture tue. Il faut passer à une civilisation sans voiture. Ouais, moins de voitures dans un premier temps pour ne pas effrayer les gens, mais sans voiture. Et on en est capable. Il faut juste prendre la décision de le faire. Le confinement a eu un impact sur l'économie, l'emploi et la précarité. Que pourrait-on imaginer comme perspective? Ouais, désolée. Non, que dire je reviens toujours à ce qui est fait et ce qu'on pourrait faire, ce qu'on devrait faire. Ce qui est fait, c'est toujours un peu plus de ce qui se fait aujourd'hui. C'est-à-dire comprimer toujours un peu plus les coûts, c'est-à-dire les charges, la masse salariale, faire travailler un peu plus les gens sans les payer plus pour relancer la machine productive, dans l'espoir de faire repartir la croissance et dans l'espoir que les fruits de la croissance puissent être ensuite distribués à tous. Bon, ça c'est ce qui est fait. Ce qui devrait être fait, c'est autre chose, à commencer par le temps de travail. On a un chômage endémique. Il est complètement irrationnel de vouloir faire travailler davantage ceux qui ont un emploi. Il faudrait partager le travail entre tous. La mesure qui a finalement été retirée in extremis des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, qui consistait à passer à une semaine de 28 heures. C'est une très bonne mesure. C'est une très bonne mesure. Ça a été fait dans certains pays d'Europe du Nord. Ça permet à plus de gens de travailler. Ça permet également d'avoir une meilleure répartition des charges dans le ménage. Quand on a en général un homme qui travaille à plein temps, une femme qui travaille à temps partiel, contraint, ou qui ne travaille pas, c'est une très bonne excuse pour perpétuer le fait que ce sont les femmes qui fournissent l'essentiel du travail domestique. Alors quand on baisse le temps de travail pour tous, ça profite à tous, aux femmes et aux hommes, et ça permet de rééquilibrer les charges domestiques, l'occupation, s'occuper des enfants, etc., la répartition des tâches dans le couple. Donc ça, c'est une mesure qui serait un petit peu disruptive, une mesure un peu radicale, mais qui serait extrêmement efficace. Aujourd'hui, ce qui est aussi terrible, je suis désolée pour les constats douloureux, mais c'est que ceux qui tirent leur épingle du jeu, ce sont ceux qui étaient déjà les moins pénalisés par la situation économique. Les fonctionnaires, moi je suis fonctionnaire, n'ont eu aucune angoisse pendant le confinement. Le salaire continue à tomber, on a continué à travailler aussi, mais en télétravail, le salaire continue à tomber, il n'y a pas de risque de licenciement, donc aucune angoisse pour l'avenir. Et après le déconfinement, c'est la même chose. Les fonctionnaires, c'est pas pour faire du fonctionnaire bashing, je serais vraiment mal placée pour faire ça, mais ceux qui ont moins de craintes économiques et de craintes pour l'avenir sont toujours les mêmes. Et je disais également que les seniors, les retraités, ont continué à percevoir leur pension de façon normale pendant le confinement. Ils n'avaient pas cette crainte du lendemain qu'ont les salariés du privé, qu'ont encore plus les entrepreneurs, les petits commerçants, tous ces gens qui doivent percevoir, tirer leurs revenus de leur travail au quotidien et qui subissent une forte pression par rapport à la crise économique. Donc on a une société qui est fracturée avec ceux dont le revenu est à peu près assuré au présent et au futur, et ceux qui ont des craintes pour le présent et pour le futur. Et il y a une mesure qui serait extrêmement bénéfique, encore une fois pour tous, et pour lutter contre cette crainte qui n'est pas une crainte irraisonnée face à l'avenir, c'est le revenu universel.
Alors je sais que c'est une mesure qui est assez décriée par certains, y compris à gauche, parce qu'il existe une version de droite extrêmement rétrograde et qui permettrait d'en finir avec les minima sociaux et la protection sociale, etc. Ce n'est évidemment pas le revenu de base ou le revenu universel que je défends. Mais je pense qu'un revenu universel d'existence qui serait attribué à toutes et tous sur une base individuelle, indépendamment du revenu, est fixé à un niveau suffisamment élevé pour permettre à chacun d'assurer l'achat de produits et de services fondamentaux, ce serait une mesure extrêmement favorable parce qu'on en finirait avec la crainte des lendemains. Ce serait un revenu universel d'existence versé de façon automatique. Donc il n'y aurait plus ce problème du droit au recours, du fait que, comme par exemple dans le cas du RSA, jusqu'à 2/3 des personnes qui auraient droit au RSA ne font pas la démarche ou ne parviennent pas à obtenir concrètement ce droit. Donc on a un vrai problème de droit au recours, le non-recours vis-à-vis des minima sociaux, des subventions, etc. Donc avoir une allocation qui serait versée automatiquement à chacun, ça permet d'avoir ce confort intellectuel, ce confort économique, évidemment, mais ce confort intellectuel par rapport à l'avenir. Et avoir un confort intellectuel par rapport à l'avenir, ça permet de se projeter, ça permet d'entreprendre des choses, y compris risquées, comme créer une entreprise, comme interrompre son travail, prendre un congé de formation pour changer de branche, par exemple, changer d'emploi. Ça permet d'entreprendre, ça permet d'inventer, d'innover, de se réinventer, comme voilà, c'est ça le mot du président. Ça permet de se réinventer parce qu'on a l'assise, on sait que c'est pas trop risqué. On n'est pas suspendu à ce salaire misérable de demi-SMIC, temps partiel en tant que caissière dans une grande surface. Voilà, donc pour moi, le revenu universel d'existence, c'est vraiment la mesure sociale de justice pour tous, qui aurait un effet économique extrêmement important à long terme. Voilà. Vous avez parlé des fonctionnaires qui ont gardé leur salaire, mais pas des actionnaires type Lagardère, etc., qui ont gardé aussi leur salaire. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu déséquilibré à vous avoir écouté. Donc, peut-être vous avez des choses à rajouter là-dessus, je ne sais pas. Hein? Alors, j'ai évoqué rapidement les actionnaires pour dire que la seule mesure positive qui avait été évoquée par la Convention citoyenne sur le climat, c'était la taxation des dividendes à 4%. Et que c'est une mesure qui a été rejetée par le président de la République, ce qui est évidemment extrêmement dommageable. Que dire sur les actionnaires? Oui, si je donne l'impression de taper sur les fonctionnaires et pas sur les actionnaires, ça c'est plus que déséquilibré. Non, ça me paraissait important de dire qu'on n'avait pas tous vécu le confinement de la même manière. C'est pour ça que j'ai parlé des fonctionnaires et qu'on a tous droit à cette paix de l'esprit dont jouissent les fonctionnaires. Voilà, c'est pas pour supprimer ça chez les fonctionnaires, c'est pour dire qu'il faudrait que ce soit le cas pour tous, d'où l'intérêt de ce revenu universel d'existence. Pour revenir sur les actionnaires, on a un partage de la valeur ajoutée entre le travail et le capital qui est aujourd'hui complètement déséquilibré, qui est de plus en plus déséquilibré, et avec un capitalisme qui est aujourd'hui un capitalisme financier qui met en œuvre les principes du néolibéralisme ou de l'ultralibéralisme, qui valorise à l'extrême l'actionnaire. Alors qu'on sait bien qu'une entreprise sans travailleurs, en fait, ne travaille pas. L'argent ne travaille pas tout seul, en fait. L'argent ne travaille pas. L'argent est un moyen d'échange. L'argent ne sert à rien. Voilà. Donc c'est complètement absurde de valoriser à ce point-là les apporteurs de capitaux. Et ça ne peut s'expliquer que par le fait que les apporteurs de capitaux sont ceux qui ont l'oreille des gouvernants. Dis-moi qui sont tes amis et je te dirai comment tu gouvernes. Ça ne repose sur aucune rationalité, en fait.
Et cette valorisation à l'extrême du pouvoir des actionnaires, les entreprises elles-mêmes en pâtissent parce qu'elles sont contraintes de mener des stratégies de court terme qui, in fine, ne permettent pas leur développement en harmonie avec les intérêts de l'entreprise et de la société dans son ensemble. Donc c'est une stratégie, verser des dividendes importants aux actionnaires, c'est une stratégie qui ne profite qu'à une poignée d'individus et qui ne profite ni aux travailleurs, évidemment, ni aux entreprises elles-mêmes, ni par conséquent au budget de l'État. Parce que l'État prélève une partie des revenus des entreprises, comme il prélève une partie des revenus des personnes physiques. Et quand on a une forte rémunération des actionnaires avant taxation du bénéfice, forcément, ça se fait au détriment de la masse fiscale prélevée sur les entreprises et donc au détriment du budget qui est disponible en France pour investir dans les biens communs, pour faire de la redistribution sociale. Voilà, donc c'est un système qui marche complètement sur la tête qui se traduit finalement par un évidement de l'État. L'évidement de l'État se fait par la diminution de l'apport fiscal, essentiellement des entreprises et des plus riches. Qu'auriez-vous à dire sur la responsabilité, la place ou le rôle des médias ? Les médias. Les médias essentiels. Alors j'entendais ce matin à la radio que, contrairement à ce qu'on dit parfois, les Français continuent à consommer énormément de presse, écrite, Internet, et sont des grands fans d'information. D'où la responsabilité des médias et pas des journalistes. Parce qu'encore une fois, on parle d'un système et pas de personnes, et du professionnalisme ou pas d'individus. Les médias sont pris dans une vague qui concerne aussi les politiques, les dirigeants, les entreprises, qui est celle de l'extrême court-termisme. On a une survalorisation du scoop, de ce qui fera de l'audimat, de ce qui paraît surprenant, au détriment de sujets de long terme et de sujets qui mettent en évidence les causes profondes d'événements ou d'une situation. Donc on a des focus extrêmement ponctuels sur des faits tout à fait parfois anodins qui finalement brouillent la lisibilité d'ensemble de la situation. Donc si on regarde, c'est un peu comme du pointillisme, si on regarde de près, en fait, chaque sujet traité, même de court terme, est intéressant. Et chaque sujet est souvent traité de façon professionnelle. Il n'y a rien à dire. Enfin, on a des très bons journalistes, c'est pas la question. Mais quand on prend un tout petit peu de recul, on se rend compte que ces différents petits sujets ne donnent pas une vision d'ensemble et ne permettent pas une compréhension des structures et du fonctionnement de la société et de l'économie. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un autre aspect qui est vraiment problématique à mon sens, c'est le fait que de plus en plus, les médias ne sont pas forcément de connivence avec les dirigeants, mais rapportent les différentes paroles au même niveau, sans analyse critique, ou avec une analyse critique qui est limitée à certains moments du journal télé, par exemple l'œil du 20h, ou je parle des grands médias généralistes. Mais sinon, le reste du temps, on a souvent l'impression que les médias se contentent de retranscrire des communiqués de presse qui ont été produits soit par l'Élysée, soit par des grandes entreprises, et que chaque point de vue, alors le point de vue du politique, le point de vue de l'expert, le point de vue de l'ONG, le point de vue du président, le point de vue d'un député lambda,
tout est mis au même niveau, le point de vue du monsieur ou de la dame dans la rue, tout est mis au même niveau, et puis finalement, chacun son opinion, et bon, voilà. Si si ça signifiait laisser la place à ce que chacun interprète les choses, use de de sa propre analyse critique pour décortiquer les événements, pourquoi pas. Mais là, on se trouve assez démunis quand on n'a pas tout l'appareil critique qui est fait de lecture, d'analyse, de discussion. On se trouve assez démunis, souvent, pour analyser des événements, parce que finalement, un tel a dit ça, et puis une telle a dit ça, puis finalement, le journaliste ou la journaliste n'apporte pas vraiment de grille d'analyse. Et on se trouve, pour le coup, spectateur et très passif. Et ça ne permet pas, finalement, aux citoyens d'exercer, je pense, leur sens critique et d'affûter leurs convictions. Voilà, donc il y aurait du travail à faire sur la façon dont les événements et les situations sont expliqués par les grands médias. Mais heureusement, il y a d'autres médias qui font un travail un petit peu différent. Vous vivez à Marseille, donc vous êtes engagé dans le printemps marseillais. Vous venez d'avoir un super score. Et vous êtes dans une ville où l'eau a été privatisée, où il y a très peu de pistes cyclables. En tout cas, elles ont été enlevées. Les 3/4 des lits d'hôpitaux sont privatisés. Comment vous voyez cette transition écologique ici et maintenant, en fait, à Marseille? Comment vous vivriez-vous un Marseille plutôt vert, on va dire En fait, paradoxalement ou pas, la situation est tellement catastrophique à Marseille que ça ne devrait pas être si compliqué que ça de produire un changement radical dans cette ville en ce qui concerne l'écologie et les services publics. C'est vraiment la situation d'une ville où les richesses sont captées par une ultra-minorité et où la notion même de service public a l'air d'être complètement passée de mode, quoi. Donc moi, je suis extrêmement optimiste parce que je pense que si une équipe, on attend encore la fin de la semaine pour savoir quelle sera l'équipe qui dirigera Marseille, mais si une équipe un peu professionnelle, qui est un tout petit peu en tête le souci de l'intérêt général, prend les manettes de cette ville, il y a beaucoup de choses à mettre en place assez facilement pour améliorer la situation pour tous les habitants dans tous les quartiers. Voilà. À commencer par les transports, évidemment. Quand on a des quartiers entiers qui ne sont desservis que par des bus, avec un bus qui circule jusqu'à 21h en semaine, 20h le week-end, 2 bus par heure le dimanche. On ne peut pas imaginer qu'on se trouve dans la 2e ville de France. Donc les transports, les écoles, quand on a une politique municipale qui pendant des années a consisté à laisser dépérir le bâti des écoles maternelles et primaires pour pousser les habitants à rejoindre l'école privée, on se dit qu'en fait, juste en assurant le minimum dans les écoles publiques, ce sera déjà formidable. On va voir la différence facilement. De retour de confinement, au bout de 2 jours, il n'y avait plus de savon dans les toilettes, dans les écoles. Mes enfants ont repris le chemin de l'école. On a dit, apportez du gel hydroalcoolique, on n'a plus de savon. Qu'il s'agisse de la culture, un opéra, le théâtre de la Criée, la maison pour la danse Clap, enfin il y a quelques lieux, mais c'est pas parce qu'on a créé le MUSEM que ça y est, le niveau des infrastructures dans cette ville est à la hauteur de ce que ça devrait être. C'est pas possible, c'est pas vrai. Donc là encore, facilement, on peut faire un changement, on verra un changement. Et c'est la même chose pour les infrastructures sportives. Les piscines, voilà. Oui, il y a le bord de mer. Le bord de mer, voilà, il est fréquenté par certains, pas par tous. Les piscines, les enfants n'apprennent pas à nager à la piscine. Moi, quand j'étais enfant, j'ai appris à nager, j'habitais Paris. Voilà, il y avait des piscines et puis des cours de natation pour les enfants. Il n'y avait pas le bord de mer. Voilà, donc la situation est tellement catastrophique avec tous ces
ces arrondissements totalement délaissés, 13, 14, 15, 16, comme si c'était pas Marseille, comme si on regardait pas, on verrait pas que ça s'effondre. Non, c'est pas tenable, hein, c'est pas tenable. Donc là, pour le coup, je suis optimiste. J'espère évidemment que la maire de Marseille sera Michel Rubirola samedi, vendredi, je suis perdue, je sais plus, mais à la fin de la semaine. Mais je pense que, bon, j'espère. Mais de toute façon, ça peut pas être aussi terrible que ce que ça a été jusqu'à présent. Forcément, ce sera mieux. Vivement alors. Vivement.